fin du cours d'architecture des ordinateurs. En guise d'ouverture un petit peu ou de retour un petit peu sur ce qu'on a fait pendant 2 ans, je voudrais aborder un sujet qui est d'actualité et qui doit pouvoir être vu aussi du point de vue donc de l'informatique, mais même plus précisément du point de vue de la problématique matérielle ou bas niveau de l'informatique, donc ce qu'on a fait pendant 2 ans, l'architecture des ordinateurs. C'est le sujet de la transition écologique, et donc la transition écologique du numérique avec un point de vue architecture des ordinateurs. Donc le plan, très rapidement, en 2-3 transparents, je vais balayer très rapidement le problème écologique actuel et essayer de cerner autour de ce qui concerne surtout le numérique. Et puis ensuite, donc, après avoir donc isolé la problématique, je vais essayer d'aborder donc en 2 parties un peu ce que peuvent faire les développeurs sur des pistes un petit peu locales, et puis il y a des gens qui ont essayé de proposer des solutions un peu plus globales, donc essayer de voir ces 2 propositions un peu plus globales pour à la fin conclure un petit peu sur le sujet. Donc, première transparence sur les constats un petit peu de la science, donc l'écologie, hein, c'est pas ma discipline, mais on peut depuis quelques années voir ce genre de radar un petit peu des ressources planétaires qui très rapidement, alors c'est à questionner ce radar, hein, mais c'est pas trop mon sujet. Donc sur ce radar-là, on voit des changements ou des choses qui au niveau de la planète sont exploitées un peu trop violemment et qui du coup dépasseraient les limites d'un comportement raisonnable de la planète. Donc, entre autres, ce qu'on connaît bien, c'est le changement climatique, mais aussi d'autres choses comme la biodiversité. Alors là, pour le coup, la biodiversité, l'informatique interviendrait pas beaucoup, ou des flux d'éléments biochimiques comme l'azote ou autres. Enfin bon, il y en a une dizaine de choses. L'informatique, souvent, elle est considérée donc pouvant intervenir donc sur le changement climatique, et puis un petit peu aussi sur l'utilisation de l'eau. Puis éventuellement aussi sur l'appropriation des éléments rares. Alors, je ne sais pas où c'est là-dedans, peu importe. Peut-être là-dedans dans les flux. Donc, nous, on va surtout en textuel. Je ne vais pas tous les redire, mais ils sont comme ça disponibles dans la vidéo. Les choses qui surtout concernent le numérique, c'est le changement climatique et l'utilisation un peu de l'eau douce. Sachant que sur toutes ces limites-là, tout ne va pas mal. Il y a même des choses qui se sont améliorées depuis une vingtaine d'années. Je pense à la couche d'ozone. Alors, donc, on va s'intéresser au réchauffement climatique et un petit peu à l'eau. Alors, si on regarde un petit peu la question du réchauffement climatique sur... alors là, je crois que c'est sur 2000 ans. On voit que la température au niveau de la planète a beaucoup évolué tout le temps, mais beaucoup évolué depuis les années 1850. Et puis de manière un petit peu radicale depuis les 50 dernières années. Alors en fait, quand on regarde un petit peu la littérature un peu plus précisément, ce que les gens disent, c'est que c'est vraiment depuis 1850 et pas simplement sur les 50 dernières années qu'il se passe des choses, parce que là, sur ce graphique-là, on pourrait dire qu'en fait, jusque-là, c'est pas très grave. En fait, si ce qui se passait, c'est que si on regarde le réchauffement climatique, et c'est un des soucis avec le radar là sur les constats de la science et les limites, c'est que choisir telle ou telle représentation indicateur, c'est toujours un peu délicat. Donc sur le réchauffement climatique, pardon, je reviens. Je voulais revenir. Qu'est-ce qui était après ça? Ça a disparu. Voilà, c'est ça.
Sur le réchauffement climatique, en fait, depuis 1850, on utilise beaucoup plus, donc c'est la révolution industrielle, beaucoup plus d'énergie fossile, charbon, puis gaz et pétrole. Et en fait, pendant un siècle, ça a été beaucoup le charbon, surtout le charbon. Et le charbon, non seulement donc, il produit des gaz à effet de serre, mais il produit aussi des poussières. Et les poussières, pour le réchauffement climatique, c'est plutôt bon. C'est pas très bon pour la respiration, mais c'est plutôt bon. C'est-à-dire que ça cache, ça masque le réchauffement climatique. Enfin, en tout cas, ça augmente le nombre de particules à effet de serre dans l'atmosphère, mais ça rajoute aussi un petit peu d'ombre. Et du coup, depuis on essaye d'arrêter d'utiliser du charbon et qu'on transforme toutes ces particules, enfin, on fait disparaître un petit peu ces particules-là et qu'on remplace par du pétrole ou du gaz, eh ben, il n'y a plus cette compensation des de l'ombre apportée par la poussière, et donc le réchauffement climatique, cette fois, est très très important. Mais ce qu'il faut en retenir donc, sur cette courbe-là, c'est que effectivement, c'est plutôt depuis un siècle, un bon siècle, qu'il y a des choses qui sont à observer, et que c'est pas juste la question de la modernité. En 1850, il n'y avait pas encore d'ordinateur. C'est pas juste les ordinateurs, parce que on pourrait croire que ça coïncide avec l'arrivée des ordinateurs, par exemple, hein, ou de la guerre, la bombe nucléaire, ou je sais pas quoi, les améliorations de la santé. Non, non, c'est depuis très longtemps, enfin, toute l'époque moderne au sens très large, 1850, hein, qu'il y a un problème, et on se rend compte particulièrement ces derniers temps par l'effet accumulé de plusieurs choses différentes. Donc, pour l'instant, c'est pas encore l'informatique qui est le problème, en tout cas. Alors, si j'avance, je crois qu'il n'y avait rien à mettre en dessous. J'avance. Donc, si on regarde les sources des gaz à effet de serre, pour voir s'il y a de l'informatique là-dedans, il y a donc dans les grosses parties où ça génère des gaz à effet de serre, donc il y a les transports, l'agriculture, les bâtiments, l'électricité, la chaleur pour chauffer les bâtiments, l'industrie et autres. Alors, on ne voit pas explicitement l'informatique là-dedans, on ne la voit pas dans les transports, pas dans l'agriculture, pas vraiment dans les bâtiments. Dans l'électricité, un petit peu, parce qu'il faut faire chauffer, enfin pas chauffer, mais fonctionner les ordinateurs. Dans l'industrie aussi, parce qu'il faut les construire. Mais au final, si on cherche, donc j'ai pas pris de diagramme là-dessus, mais si on cherche les sources, il y en aura un autre tout à l'heure qui sera un peu plus détaillé. Si on cherche les productions des gaz à effet de serre attribuées au numérique, on trouverait un tout petit truc dans un coin, si on voulait vraiment concentrer sur le numérique, d'une part donc l'énergie et l'industrie, ce que je viens de dire, et ça ne représenterait que 2,5%, donc c'est pas énorme en soi. Bon, c'est pas énorme, ça veut pas dire que c'est pas grave et qu'on peut pas travailler dessus, mais donc c'est pas pour l'instant les éléments principaux à gérer, c'est quand même plutôt l'agriculture, le transport, l'industrie et puis toutes les consommations d'énergie de manière générale pour chauffer par exemple. Mais donc il y a quand même un élément donc du côté donc, un petit peu de l'informatique. Si on regarde l'informatique plus précisément avec ce diagramme-là, alors il n'est pas si simple que ça à regarder, donc on retrouve le fait que ça représente quelques pourcents des émissions donc de gaz à effet de serre, donc, et qui aujourd'hui particulièrement donc, provoque de l'énergie, pardon, de réchauffement climatique. Ce diagramme-là, alors que je regarde un petit peu avec vous, donc il y a en bleu tout ce qui concerne les terminaux. Les terminaux, c'est les téléphones portables, les ordinateurs portables, les écrans que les gens ont chez eux. Il y a un petit peu de ce côté-là en violet, tout ce qui concerne le réseau. Bon, c'est petit, donc on ne va pas trop en parler. Et puis, il y a quelque chose de non négligeable, mais qui est tout petit par rapport aux terminaux, c'est le côté centre de données. Alors, centre de données, centre de calcul, data center, serveur et autres. Donc, ça serait environ 15%. Et puis sur ce schéma-là, donc on voit donc une vision là, globale au centre, et puis après un détail sur le pourtour pour différencier la partie construction, fabrication là, et la partie utilisation, c'est-à-dire consommation d'électricité pour faire fonctionner, et puis là plutôt construction, donc
dans les usines. Et on voit que cette partie de la construction, que ce soit ici ou que ce soit pour les data centers, en fait, elle est plus importante que la partie utilisation. Donc si on essaye de résumer un petit peu ça pour savoir qu'est-ce qui va être important de regarder dans la suite, bah, ça va être surtout la construction qu'il va falloir regarder, et puis en particulier la construction des terminaux, alors la construction ou l'usage, enfin, ou pardon, pas l'usage, ou la vie de ces, des ordinateurs, des écrans et autres, une fois qu'ils sont construits, heureusement et vite, enfin, et pas tant le reste, mais on pourra quand même un petit peu se préoccuper donc de data center ou autre. Donc, et donc il faut se concentrer du coup sur l'aspect très matériel de l'informatique, c'est les ordinateurs, et c'est peut-être pour ça effectivement que ça a sa place, un petit peu cette description de ce qui se passe en informatique et en quoi c'est en lien avec le réchauffement climatique, parce que c'est du côté des couches basses qu'il se passe l'essentiel, s'il y a un problème en tout cas, c'est de ce côté-là qu'il se passe l'essentiel des choses. Alors, parce que au moment de la fabrication physique de ces choses-là, et pour le coup plutôt des ordinateurs personnels, enfin des dispositifs personnels, il y a l'essentiel de la production des gaz à effet de serre. Alors, j'hésite à dire donc qu'il y a un problème ou pas. Le problème, en fait, il est plutôt dans ce commentaire-là. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses dans la société, en fait, on est en période de croissance, et l'informatique aussi est en période de croissance. Donc, c'est de l'ordre de 6% par an, ça fait une cinquantaine de pourcents sur une dizaine d'années. Et en fait, tous les phénomènes comme ça de croissance, si aujourd'hui ils ne sont pas un problème, et je pense que l'informatique aujourd'hui, elle n'est pas vraiment un problème, elle est loin dans les choses qui sont problématiques. Si on continue avec cette croissance-là, par contre, 6% plus 6% plus 6% tous les ans de ce qui précède, en fait, ça fait un phénomène exponentiel. Et ça, le phénomène exponentiel, en informatique, on connaît bien les algos qui sont avec des complexités exponentielles. Assez vite, ça va exploser et ça va devenir le problème. Donc, pour l'instant, c'est pas. Donc, l'informatique n'est pas le problème, mais ça pourrait le devenir si on ne se préoccupe pas. Donc, un petit peu de où se trouve le problème, et puis surtout de la croissance. Bon, donc on va pouvoir converger vers la réflexion suivante, de faire un focus sur le matériel, et donc se poser la question comment on peut arriver à construire un peu moins de matériel. En fait, comment on peut faire, il ne s'agit peut-être pas de construire moins de matériel, mais que ce matériel dure un peu plus longtemps. L'idée derrière, c'est que si on avait du matériel, des ordinateurs, des téléphones portables ou des écrans qui duraient 2 fois plus longtemps, il faudrait peut-être en construire 2 fois moins. Donc ça serait plutôt du côté de la construction, mais c'est le plus important, la construction. Sur l'utilisation, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait aussi être un peu plus frugal, sobre, pour consommer un peu moins d'électricité ou construire un peu moins de matériel? Donc je vais développer un petit peu ces idées-là derrière. Assez naturellement, on se dit aussi, en informatique, de toute façon, on sait bien faire quand il faut réduire, on optimise. En fait, c'est souvent une mauvaise affaire. Je vais faire très vite là un développement sur la notion d'optimisation. Et puis, les gens qui donc se préoccupent de savoir comment on va résoudre un petit peu les problèmes de réchauffement climatique, ils se mettent souvent un quatrième point, c'est comment informer, comment prévenir les gens, parce qu'il y a une partie qui relève des usages, et donc pour que les usages se modifient, il faut aussi beaucoup travailler sur l'information. Je vais venir aussi très rapidement. Une autre chose qui apparaît pas toujours, parce que dans les documents qu'on voit sur la résolution du réchauffement climatique, c'est parce que c'est peut-être lié à l'informatique, c'est comment faire pour partager un peu plus, et c'est peut-être là où on pourrait avoir l'occasion de parler de serveurs et de data center, pour qu'il y ait un peu moins comme ça de consommation de matière ou production de chaleur ou de gaz à effet de serre. Donc, très vite, là, pour évacuer, je vais parler des optimisations, et mon message, ça va être, attention, optimisation, c'est souvent lié à des effets rebonds. Qu'est-ce que c'est qu'un effet rebond? Mais juste avant de parler de ça, en fait, la notion d'effet rebond, elle a été découverte par, ça se trouve, par un
un Britannique, Stanley Jevons, qui est aussi un tout petit peu connu en informatique. Alors du coup, j'en profite pour montrer sa photo. Alors, c'est pas lui, hein, c'est 4 fois. Vous reconnaissez probablement Turing et puis Feynman. Si vous connaissez pas, bon ben voilà Babbage, hein, celui qui aurait peut-être été le premier à construire un ordinateur. Et entre les deux, donc c'est une frise chronologique très courte, hein. Ben, il y a Stanley Jevons. Alors pourquoi Stanley Jevons? On pourrait le connaître par ailleurs en informatique. Ben, c'est parce que il a inventé cette machine-là, qui était en fait une calculatrice logique. Alors, qu'il appelait le piano logique, où en bas il écrivait ben, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et puis en haut ben, il voyait ben, du coup qu'est-ce qu'on peut en déduire. Et donc, c'était pas un ordinateur, c'était pas une calculatrice numérique, mais c'était quelque chose qui a été lié à la logique. Et donc, bon, voilà, on aurait pu en parler un petit peu, un peu plus en informatique. C'est quelque chose d'assez peu connu. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait, Stanley Jevons, par rapport à la notion de réflexion sur les optimisations? En fait, il s'est rendu compte, justement, à propos du charbon, que quand on améliorait un petit peu les capacités, soit des machines pour brûler du charbon, et que du coup on aurait peut-être besoin de moins de charbon. En fait, ça n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réduction de la production de charbon. Au contraire, toujours, il fallait toujours plus. Enfin, même quand on avait quand on avait optimisé les choses, il y avait toujours plus de besoin de charbon. Donc, il a formulé, je crois que c'est le transparent suivant, de manière un peu paradoxale. C'est donc je lis, hein, à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, hein, c'était le cas du charbon, en fait la consommation totale de cette ressource peut augmenter, alors qu'avec l'efficacité, elle aurait dû peut-être diminuer. Et une explication très rapide, c'est peut-être que la satisfaction des besoins n'avait pas encore atteint les limites de sa production. Je pourrais peut-être donner des exemples ici, je vais en donner des exemples à la suite. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est la notion d'effet rebond, et l'associer à la question des optimisations en disant je vais optimiser ça, ça sera mieux. Non, en fait, si vous optimisez, peut-être qu'il y aura plus d'usage que nécessaire. Et donc, un exemple en informatique sur un effet rebond qui est bien connu depuis longtemps, c'est quelque chose qui est contraire un petit peu à la loi de Moore. Je vais en revenir sur la loi de Moore 2 secondes après, parce que là aussi c'est intéressant. C'est la loi de Wirtz. Donc Wirtz, à peu près à la même époque que Moore, s'est rendu compte que oui, effectivement, les programmes, les machines, les ordinateurs étaient de plus en plus puissants, mais en fait, les programmes n'allaient pas beaucoup plus vite parce qu'ils voulaient faire encore plus de choses. Et donc, Wirtz, ce qu'il a dit, c'est que les programmes ralentissent plus vite, parce qu'ils veulent faire encore plus de choses que le matériel n'accélère. Une autre formulation un peu plus claquante, c'est que ce qu'Intel, donc celui qui fait des machines, te donne, Microsoft, donc celui qui donne des programmes, te le reprend. Voilà, c'est un effet rebond. On veut faire mieux, mais en fait, quelque part, on fait pire. Donc là, j'ai parlé très rapidement de la loi de Moore. La loi de Moore, alors peut-être en plus gros, vous voyez un peu mieux. Donc, souvent la question sur la loi de Moore, c'est est-ce qu'elle s'arrête? En fait, non. Quelque part, autour des années 2000, ça commençait à avoir une courbe qui peut-être allait s'arrêter. En fait, si on change la manière de calculer, si on se rend compte que peut-être il faut regarder les nappes de calcul, en fait, avec tout ce qui est IA, on continue à avoir une loi de Moore, donc où tous les 2 ans environ, ou tous les 18 mois, peu importe, la puissance de calcul dans un lieu, donc c'est pas forcément dans un ordinateur, mais dans une grappe d'ordinateur éventuellement, augmente. Et donc, ça permet de partir à l'infini. Enfin, pas vraiment à l'infini. Là, on a l'impression que c'est linéaire. En fait, c'est linéaire parce que les échelles ici, ça rajoute un zéro à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus puissant en nombre de calculs ou de transistors. Et donc, ça, on sait bien que toutes les lois exponentielles, il y a un moment où ça s'arrête parce qu'il n'y aura plus assez d'atomes dans l'univers un jour ou un autre, et assez rapidement. Donc, sur cette loi de Moore, quelque part, c'est bien dommage qu'on ait eu cette loi de Moore. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le contact de ma souris, mais bon, on va voir. Ah, si, voilà. Donc la loi même, c'est doublement du nombre de transistors sur une puce. Donc c'est plus exactement ça, enfin c'est la loi originale, tous les 2 ans, ou tous les 18 mois, ça dépend de ce que les gens prennent effectivement comme indicateur.
Donc c'est bien dommage la de Moore, qu'elle ait existé peut-être ou pas, parce que ça aurait été super bien de se rendre compte que bah, si on a 2 fois plus de transistors, l'ordinateur il devrait aussi coûter peut-être 2 fois moins cher à chaque fois pour le même ordinateur, mais en fait on a voulu, les usages ont permis d'avoir des ordinateurs de plus en plus puissants, ce qui fait qu'il y a une autre loi qui est apparue, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais que l'ordinateur de tes rêves, enfin, l'ordinateur de rêve coûte toujours à peu près la même somme, donc un peu plus que ce que tu as envie de payer. Donc, si tu as envie de payer 1 000 euros, bah, ça coûte 2000, en dollars plutôt, 2000 $. Donc, c'est une loi comme ça. Donc, il dit qu'en fait, même si ça progresse, il y a quelque chose qui reste constant ou qui ne permet pas de profiter complètement de la progression pour faire baisser les coûts. Non, au contraire, on augmente. Et donc, un peu plus, un peu moins. Il se trouve que ça a été toujours un peu plus. Donc, du coup, l'utilisation de l'informatique, ça a toujours été un peu plus coûteux que, que ce que l'optimisation aurait dû permettre de faire. Donc c'est un autre exemple d'effet rebond. Bon, je termine sur les... J'ai grandi, je vais réduire à nouveau la taille. Je termine le petit couplet sur les optimisations. Alors, j'ai pas précisé, mais en fait, il y a 2 types d'optimisation qui sont assez différentes. Les 2 optimisations matérielles, donc ça c'était la loi de Moore. Celles-là, elles sont toujours très embêtantes parce que si on optimise le matériel et qu'il faut changer de matériel, on va devoir construire de nouveaux ordinateurs. Par contre, les optimisations logicielles, c'est celles qui peut-être nous intéresseraient plus nous, parce que ça oblige pas, peut-être en tout cas en premier rapport, de changer de matériel. Mais donc, les optimisations logicielles, on pourra peut-être les imaginer, mais à condition qu'on ait fait le reste. Donc, le reste, c'est ce que j'ai décrit, alors, pas encore, hein, mais pointé du doigt tout à l'heure, faire durer le matériel, et puis être frugal ou sobre dans son utilisation. Donc, oui, il y aura de quoi faire des optimisations, mais peut-être en étant très attentif pour éviter les effets rebonds. Et il faut en plus que ça soit significatif, que ce ne soit pas simplement des petites optimisations qui font bien plaisir à ceux qui les font, mais qui n'améliorent pas grand-chose, en fait, sauf à provoquer un nouvel effet rebond. Bon, donc optimisation, je reviendrai tout à l'heure encore, parce que c'est quand même un sujet central en informatique, mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Donc, autre point qui n'est peut-être pas non plus trop pour les informaticiens, c'est le volet information. Alors, informer, c'est effectivement assez important pour que les usagers puissent contrôler un petit peu leurs usages et éventuellement changer d'usage. Mais c'est pas si facile que ça. Alors, et puis, c'est peut-être beaucoup des histoires de communication, donc l'informaticien en lui-même, bon, il peut rajouter un petit indicateur pour dire attention, là vous êtes en train d'utiliser beaucoup d'électricité ou pas. C'est pas ça qui suffira. Il faut peut-être qu'il y ait beaucoup plus de choses. Là encore, du côté de la communication. Donc, pour le coup, je ne vais pas trop parler du volet information de la transition, de l'effort de transition qu'on doit faire. Je laisserai ça aux communicants avec un travail comme des informaticiens, donc pour donner des indicateurs, et puis un travail aussi aux informaticiens pour expliquer aux communicants un petit peu ce qui est important ou ce qui est moins important. Mais la conversion elle-même, je pense qu'il faut plutôt la laisser à un travail de communication. Bon, donc, mini constat pour l'instant, mini pause. L'informatique n'est pas le problème principal. Le souci, c'est de garder le plus longtemps possible les machines. Et si on veut préciser, un petit peu ce qui nous intéresserait, nous, c'est de savoir comment le développeur peut faire des choses. Il ne va pas changer la construction des machines, mais il va peut-être pouvoir faire des actions pour que les machines durent un peu plus longtemps ou soient un peu moins coûteuses quelque part, sans intervenir sur la construction elle-même. Bien sûr, c'est le développeur, c'est pas le constructeur de circuits. Parce que l'essentiel des informaticiens, c'est plutôt des développeurs, c'est pas des constructeurs de circuits. Donc la première piste, ça c'est la plus évidente, hein, c'est faire en sorte que les machines durent plus longtemps pour en acheter moins souvent et du coup avoir à en produire moins souvent. Donc c'est lié à tout un mouvement qui s'appelle le développement durable.
Sachant que le changement de matériel, ça a plusieurs sources. Ça peut être lié à une pression technique. C'était la loi de Moore qui obligeait, ou qui invitait à changer de matériel souvent. C'est souvent pas une pression technique, c'est plutôt une technique et matérielle. C'est plutôt souvent une pression commerciale. Il y a un nouveau truc super joli. Maintenant, c'est éclairant en rouge. Je sais pas quoi. Donc des petits gadgets. Donc il faut faire très attention quand on est développeur de pas, peut-être de faire attention à pas forcément développer des choses qui soient plutôt du gadget. Euh, et en tant qu'individu soi-même, de pas trop être touché par tous les attraits commerciaux qu'on veut nous vendre, comme quoi c'est nouveau, c'est nouveau. En fait, non, c'est pas toujours si nouveau que ça. Alors, ceci dit, la pression technique, elle peut arriver un petit peu différemment du côté du logiciel, parce qu'il y a des fois ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ou non programmée, enfin bon, c'est pas la question, mais le fait que la, les logiciels nouveaux, bah, c'était à la loi de Wirth, eh ben, pour fonctionner, peut-être que justement ils étaient moins économes que les précédents, et donc même si la machine est enfin, va être plus efficace, elle est nécessaire. Euh, il est nécessaire de chercher une nouvelle machine pour avoir plus de puissance pour la faire fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose de très inquiétant, c'est de faire en sorte que on n'est pas dans la loi de Wirth, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du logiciel qui est plus lent que le précédent, en espérant que la machine sera plus rapide que la précédente. Parce que si c'est le cas, ben, on va obliger les gens, alors qu'il n'y a pas de raison technique majeure, à changer effectivement de technique matérielle majeure, à changer de matériel. Alors, je laisse de côté deux pistes sur le développement durable qui seraient peut-être à explorer. C'est la question de la réparabilité. Est-ce que quand un matériel physique est cassé, on peut le réparer ou pas? Donc, c'est un point un peu délicat. Oui, on peut essayer, hein, mais... Et pareil pour le recyclage, qu'est-ce qui se passe en fin de vie? Là aussi, c'est pas évident, hein. Parler de recyclage, c'est intéressant parce que ça nous fait penser à ce que, en fait, la réflexion sur le développement durable, sur plein de choses, il faut intervenir souvent deux théories qui sont complémentaires. C'est une qui essaye de prendre l'ensemble du cycle de vie des objets, des matériels, pour essayer de réfléchir. Donc, il y a donc la fin de vie, donc le recyclage, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en fait avant, au début de la vie, dans la phase de conception j'aurai l'occasion de revenir. Et entre les deux, bah, pour faire durer peut-être plus longtemps l'usage, la réparabilité. Donc ces deux choses-là, c'est délicat parce que est-ce que ça résoudra vraiment le problème? Est-ce que ça fait pas, par exemple, le recyclage, c'est surtout associé au problème des terres rares, et donc si on pouvait les récupérer dans les ordinateurs, qui ne sont plus utilisables, peut-être que ça résolverait. Non, en fait, probablement, ça ne résolverait pas, ça déplacerait un petit peu, à quelques années près, le moment où on n'aurait plus assez de terres rares pour faire tel ou tel écran. Bon. Donc, je vais pas plus loin dans la question de la réparabilité et du recyclage. Hein, l'essentiel, comment faire durer plus longtemps les machines? Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation des besoins au niveau logiciel quand vous faites du développement, pour pas provoquer une obsolescence logicielle qui entraînerait nécessité de changer de matériel peut-être. C'est la première piste. Donc faire attention à la complexité de ce que vous écrivez et que ce soit pas plus coûteux que précédemment. Une illustration quand même qui est intéressante sur justement en fonction de la durée de vie, je vous rappelle l'essentiel de ce que en gaz à effet de serre, ce que coûte un ordinateur, c'est la construction. Donc, ce que je disais, c'est si l'ordinateur il dure plus de 2 fois plus longtemps, on en achètera peut-être 2 fois moins. Si on regarde du coup en fonction de la durée de vie d'un ordinateur, si on le change au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le coût de la construction, plus de la consommation d'électricité qu'il a consommé au fur et à mesure, même si c'est pas beaucoup, il faut le prendre en compte. Mais du coup, si on fait la somme des deux, l'ordinateur, il coûte, si on le change au bout de 3 ans, en fait, 90 kilos par année. Mais si on avait réussi à le faire fonctionner 6 ans, de 88, on serait passé à 47 kilos
par année. Donc, et encore un peu plus loin, puis à un moment, on arrive un peu à se stabiliser. Ben, la stabilisation, c'est la consommation électrique, en fait. C'est les 20% qui sont de la consommation électrique, que ça, chaque année, de toute façon, il faut les consommer quelque part. Donc, mais on arrive assez vite, hein, on passe, voilà, les téléphones portables, c'était 2 ans au départ, hein, tous les 2 ans, on les changeait. Ben, voilà le genre de courbe qu'on obtient si on arrive à faire durer un matériel un peu plus longtemps. Donc là, typiquement, les écrans, si on arrive à les faire durer 10-15 ans, ben, ça nous coûte, au finalement, le 80% au départ qui était de coût de construction, ben, il est amorti sur 10 ans ou plus. Et donc, c'est juste la consommation électrique chaque année qui peut être donc assez faible. Ceci dit, les écrans, c'est l'un des mauvais exemples quelque part. Autant on a bien amélioré les ordinateurs, les téléphones portables et tout ça, autant les écrans, on les a rendus tellement plus puissants, plus grands, plus lumineux, plus tout ceci, que c'est une catastrophe. Enfin, quelque part, c'est une catastrophe. Donc, les chiffres actuellement, je vais peut-être pas assez, mais voilà, si on passe de 3 ans à 7 ans, on a une division à peu près par 2 de ce que ça coûte chaque année finalement en gaz à effet de serre, et donc c'est pas négligeable. Autre piste donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, au moment où on pourrait peut-être partager aussi un petit peu, pas faire durer un ordinateur, mais partager des choses. Alors peut-être pas son ordinateur, mais donc c'est la notion de data center, de serveur de calcul, qui serait peut-être plus à utiliser que les terminaux eux-mêmes. Alors pour chercher des data centers verts, on a sur le web, on a des trucs aberrant. J'ai pris la photo la moins grave, la moins aberrante. Donc, c'est pas, il y a de l'herbe à l'intérieur du data center ou les lumières en vert. Bon, là, c'est juste sur le bord. Ils ont mis que, effectivement, donc c'est en Hollande, il me semble, dans le nord de la Hollande, un data center qui a été un peu repeint en vert. Bon, ça fait pas grand-chose hein, de repeindre en vert un truc. Mais bon, sur le data center, donc est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux donc déporter des calculs, des données sur les data centers ou les garder sur les terminaux? Pour l'instant, c'est les terminaux qui coûtent super cher. Hein. Mais si on met tout sur les data centers, bon, est-ce que ça sera mieux ou pas? Oui, peut-être parce qu'on pourra partager. C'est une question qui est très débattue, qui n'est pas si claire que ça. Parce que c'est clair que les data centers consomment beaucoup d'électricité, eux aussi. Hein. À la construction, c'est super cher, mais après, ils consomment beaucoup d'électricité très localement, donc on s'en rend compte. Mais voilà, ça représente, je rappelle, que 15% du numérique. Le numérique étant lui-même que 3% des CO2. Donc, au final, quand on fait le produit des deux, il ne reste pas grand-chose. Hein. Et je répète là, oui, il faut faire très attention sur les discours. Le sujet des data centers, et je sais pas pourquoi, mais les gens se battent selon qu'ils sont pro ou contre les technos en général pour dire le plus grand bien ou le plus grand mal. Donc, des data centers. Bon. Donc, faisons un petit peu donc le point positif, point négatif. Avec les data centers, effectivement, on gagne en centralisant plein de choses, un effet de taille, ce qui permet d'améliorer plein de choses localement, alors si on avait voulu les améliorer sur la climatisation, faire des innovations, par exemple, pour rafraîchir à partir naturellement, ou à partir de l'air, ou à partir de l'eau, de la mer, ou d'autres choses. Donc on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sur des ordinateurs personnels. Donc il y a plein de choses qui sont en faveur de la centralisation des data centers. Alors là, par contre, pour le coup, il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai réussi à récupérer un petit peu de la chaleur pour chauffer les habitations à côté. Oui, d'accord, mais et c'est très bien. Donc c'est pas de la chaleur qui est complètement perdue, mais en fait, l'industrie de manière générale produit plein de chaleur qui est pas consommée ou qui n'est pas réutilisée. Les data centers, c'est 1% de la chaleur perdue ou qui pourrait être utilisée dans l'industrie de manière globale. Donc là encore, il faut se méfier de l'effet colibri. Là, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et donc, quand on regarde un petit peu les discours pro data center, donc de Microsoft, Google et autres, ils disent qu'ils vont arriver à la neutralité carbone sur l'utilisation d'énergie. Effectivement, ils utilisent beaucoup d'éoliennes, même de centrales nucléaires. Alors là, ça fait bondir, mais bon, le nucléaire, c'est quand même moins carboné que le charbon ou que le gaz. Et puis, c'est un point positif ou négatif, mais si on arrive à data center, en fait, il faudra faire autre chose à la place et ce sera peut-être moins sobre.
Et donc, comme on a centralisé, il y a aussi plein de choses innovantes qui sont amusantes à raconter. Par exemple, je me rappelle d'un papier qui disait que eux, ils avaient réussi à gérer donc les problèmes d'énergie renouvelable intermittente, donc le solaire qui marche pas la nuit et le vent qui marche pas toutes les saisons. Ben, pour le solaire qui marche pas la nuit, ils avaient beaucoup de batteries lithium, ce qui permettait de passer le jour-nuit. Et pour le vent qui n'était pas dans toutes les saisons, il disait que en fait, quand il y avait beaucoup de vent, le surplus d'énergie qu'ils avaient, ils l'utilisaient pour faire de l'hydrogène. Et du coup, avec ces deux systèmes, batterie lithium et batterie hydrogène, ils pouvaient comme ça être assez performants. Bon, c'est ponctuel et c'est pas sûr que sur analyse du cycle complet, ça soit aussi positif que ça. Bon, après, il y a tous les effets négatifs, les effets rebonds, par exemple. Donc, le fait que donc ça améliore la qualité de plein de choses, hein, les data centers. On a juste à côté de chez soi, donc les films de Netflix, on n'a pas besoin de les attendre. Ils arrivent en un instant. Il n'y a pas besoin d'avoir morceau par morceau. Ceux qui ont plus de 30 ans savent que les réseaux n'ont pas été toujours aussi puissants que ça. Finalement, sur un film, peut-être que le DVD était pas aussi économe que ça et que Netflix est meilleur. Le problème, c'est qu'il y a des effets rebonds, c'est-à-dire que maintenant, on se contente pas de un DVD par semaine, on veut avoir deux films, je sais pas, moi j'ai pas d'abonnement à Netflix, mais plus probablement, et le DVD, finalement, qui était peut-être plus coûteux, maintenant il est moins coûteux parce que Netflix devient plus coûteux encore que le DVD lui-même, quoi. Alors qu'au départ, non, un seul film, au niveau du DVD, Netflix, c'était bien, quoi. Et puis, il y a toujours donc les perspectives pessimistes de ceux qui disent oui, mais les data centers augmentent. Et ils augmentent plus que. Enfin, ils augmentent plus, ça, c'est pas clair. Hein. En fait, sur les 20 dernières années, les data centers ont réussi à ne pas augmenter plus que ce qu'ils auraient dû, alors que l'utilisation et les usages des data centers, l'usage a beaucoup augmenté, mais la construction, la consommation des data centers, comme elle a été optimisée, elle n'a pas augmenté plus que l'informatique de manière générale. Mais bon, même si il n'a pas augmenté plus, si ça continue d'augmenter à 6% par an, les data centers, comme l'informatique, va être un problème demain. Alors, parmi les vrais problèmes, il y en a plusieurs hein, qui sont quand même vraiment des points négatifs contre les data centers, c'est que les data centers, ils sont construits un jour en imaginant des besoins demain, et donc souvent ils sont conçus avec un taux d'utilisation au départ qui est très faible, et donc il y a quelque part là des surconsommations qui ne sont pas nécessaires. Et puis, pour améliorer la qualité de service, le data center, c'est un duplicat de ce qui se passe ailleurs et ailleurs et ailleurs. Et là encore, on surdimensionne les choses, on surdimensionne la redondance. Donc, entre l'utilisation vraiment et l'usage de la redondance, en fait, l'essentiel majorité de ce que coûte un data center, c'est des choses qui servent à rien. C'est juste quelque part des optimisations qui serviront peut-être un jour, mais pour l'instant, qui ne servent pas. Qui ont servi dans les 20 dernières années, finalement, pour pas augmenter trop, mais qui ne servent pas au départ. Donc, alors, difficile de faire une conclusion avec tout ça sur le data center, mais il s'améliore. Et donc, on peut essayer de regarder si, quand vous serez développeur, et peut-être plus du côté implémentation, gérer l'installation de vos logiciels quelque part, ou sur quel data center il faut les mettre. Essayer de trouver aussi le bon mix entre traitement des données en local ou sur le data center, pour voir un petit peu ce qui est le mieux. Et puis faire très attention à tous les effets rebonds qui pourraient arriver parce que vous avez bien dimensionné votre truc et que du coup ça permet aux gens de faire plus d'usage. Et donc, on peut se poser la question, puisque les data centers disent que d'ici 2030, ils vont être neutres. S'ils sont neutres d'ici 2030, s'ils tiennent leur parole, est-ce qu'on va les utiliser ou pas? Et si, par contre, ça continue à augmenter, est-ce qu'on va éviter ou pas les data centers? Bon, c'est à vous, on verra peut-être plus tard. Autre piste, donc, parmi les pistes qui sont peut-être quand même à regarder, c'est la sobriété, après la durabilité donc le partage à travers les data centers, la sobriété. La sobriété,
souvent, ça s'exprime effectivement parce que si vous avez été assez économe des coûts, en fait, votre machine et de vos mises à jour, votre machine, même ancienne, va continuer à pouvoir fonctionner. On ne va pas avoir d'obsolescence. Mais ce qui serait un petit peu embêtant, c'est d'avoir utilisé des algorithmes un peu trop coûteux, d'avoir fait des tests avec des jeux de données un peu courts, et qu'avec l'augmentation aussi des jeux de données, tout ça, ou avec des algos qui seraient un peu irresponsables, je pense à des algos où on peut défiler des choses à l'infini, enfin bon, tout va super vite. Euh, les usages risquent de vous entraîner vers quelque chose qui ne sera pas sobre, et donc va au final mener à cette augmentation tous les ans de 6% ou de 20% pour certains trucs. Je ne sais plus qui... oui, c'est l'IA, je crois, qui augmente les coûts plutôt de 20% ces dernières années. Donc, il faut faire attention. Faire attention à tout ce qui est machine et techno de pointe, parce que si vous développez pour ces machines-là et tout ça, vous entraînez une augmentation des rachats. Donc, il faut plutôt essayer de faire fonctionner les choses, essayer de faire fonctionner les choses de manière responsable pour des logiciels qui seraient peu coûteux, qui utiliseraient des librairies qui ne deviennent pas obèses, des codes qui soient pas, qui n'utilisent pas des choses inintéressantes. Enfin, bon. Et puis la question des mises à jour est importante parce que le logiciel au départ il va fonctionner probablement, mais la question des mises à jour, il y a les mises à jour de sécurité, il faudrait qu'elles soient, certains pensent qu'il faudrait qu'elles soient indépendantes pour qu'on puisse mettre toujours effectivement mettre à jour les applis sur la question de la sécurité, et puis de manière donc pas trop coûteuse. Mais l'ajout de fonctionnalités, parce que souvent dans les mises à jour il y a aussi des fonctionnalités, ça, est-ce qu'on en a besoin ou pas et, et est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir des façons de faire où les ajouts de fonctionnalités soient indépendantes, ça arrive, ou soit à la demande seulement quand il y en a besoin. Enfin, il y a plein de choses à faire sur la définition de logiciels. Donc c'est le développeur qui, au moment de la conception, hein, en amont du développement, va réfléchir à qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur de son logiciel, puis qu'est-ce qui permettra d'avoir des usages, parce que la plupart des codes ne sont pas utilisés en fait. Donc, comment faire en sorte que tout soit finalement quand même accessible, mais sans que ce soit trop coûteux à chaque instant, que les mises à jour ou les débuts de logiciels, ils sont, au départ, c'était tout petits logiciels, maintenant on a des logiciels qui sont énormes, quoi. Donc, attention. Ceci dit, hein, la sobriété, faire que des trucs minimalistes et tout ça, c'est peut-être pas le bon choix. Des fois, il faut quand même des machines performantes, des algos coûteux, parce que sinon on fait des résultats qui sont pas bons. Donc, il faut prendre les choses avec un peu de mesure et réfléchir globalement, peut-être en ayant cette pensée systémique, hein, qui essaie de réfléchir à tout à la fois et au cycle en entier. Et quand même pour donner des exemples de choses qui ne sont pas frugales et qui auraient dû être évitées, enfin ça aurait été bien de ne pas les avoir ces dernières années. Donc j'ai parlé déjà d'IA. Si vous demandez une question à l'IA ou si vous la demandez sur Stack Overflow, ça va vous coûter plus. Si vous allez regarder la vidéo pour voir, ce sera pire encore, alors que peut-être l'information, vous l'auriez eu mieux dans les docs ou dans Wikipédia. Des choses qui sont arrivées ces dernières années au DLST, c'est l'utilisation de VS Code qui, lui, est pas du tout frugal et donc qui imagine qu'on peut toujours sauvegarder en permanence et faire de la compilation en permanence pour déquer les erreurs et tout ça, c'est super bien, mais en fait, tout ça, ça coûte plus cher. Si ça rapporte pas, si ça rapporte et que c'est nécessaire au bon travail, ok. Mais attention à ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu fait machine arrière, nous, à Grenoble, pour utiliser moins VS Code en salle de TP, parce que ça a surchargé les serveurs en calcul, en réseau et en place disque. Enfin, c'était l'horreur. Et puis donc les algorithmes qui vous suggèrent tout le temps, qui sont addictifs, hein, de continuer à regarder autre chose, ça c'est tout ça, c'est des choses qui sont pas frugales, hein. Avant on regardait un truc et c'était tout. Là maintenant on est invité à regarder plus. Bon, c'est quelque part c'est un problème. Dernière piste, avant de regarder les solutions globales, l'optimisation. Donc j'en ai déjà parlé, donc c'est juste des rappels, surtout des rappels pour, j'ai parlé un petit peu d'optimisation en deuxième année, où j'ai parlé un petit peu de compilateur et de langage machine. Donc c'est un petit peu pour ces rappels-là que je fais ce transparent-là.
disant que quand on veut optimiser, si on veut malgré tout optimiser, il y aura le compilateur qui va optimiser, la machine aussi qui va optimiser. Par exemple, la notion de cache, hein, les data centers, c'est aussi des caches quelque part, hein, donc ça, des choses qui sont connues. La machine aussi va optimiser, mais le développeur, selon la manière dont il va coder les choses, ben, ça va permettre que le compilateur, que la machine, ben, les optimisations qui sont prévues déjà par ailleurs, ben, vont pouvoir être mises en place ou pas. Donc c'est typiquement, c'est éviter les ruptures de séquence, faire attention donc aux ruptures de séquence inconditionnelles, en particulier pour éviter de rompre les pipelines, mais même les ruptures de séquence qui cassent un petit peu les caches, qui font des défauts de cache. Donc, quand on utilise des fonctions, de fonctions, il y a beaucoup de travail sur la programmation fonctionnelle. Mais voilà, il faut faire très attention. Et peut-être utiliser donc les potentialités de chaque machine. Si on a décidé de faire fonctionner les choses en local plutôt que sur un serveur, donc en utilisant les multicœurs, j'en ai cité plein. Faire attention à la récursivité, c'est super bien la récursivité, en particulier pour prouver ce qu'on veut, parce que ça ressemble beaucoup aux preuves. Quand on programme comme on va prouver, ben, ça va bien, mais c'est très coûteux quelque part. Enfin, si c'est pas bien optimisé, si on n'a pas fait en sorte que ça puisse être optimisé. Voilà. Et donc, faire attention à plein de choses pour que ça optimise bien à la fin. Donc ça, c'était juste un rappel très rapide, hein. Le rappel, essentiellement, c'est oui, optimiser si vous avez fait tout le reste à l'avance, c'est-à-dire rendre les choses beaucoup plus durables, faire en sorte que vos programmes puissent tourner encore dans 5, 10 ans peut-être, hein. Et ça sera essentiel par rapport à simplement améliorer votre code pour gagner 10%. Un petit point, pardon, pas trop vite, lié aussi, si vous voulez juste améliorer vos trucs, bah, changer de langage de programmation des fois, c'est ça qui va permettre. Si vous êtes en train de programmer des choses en Python qui font beaucoup de calculs, là, il y a un coefficient 75, je ne sais pas de quoi, c'est sur l'énergie utilisée. Bah, si vous l'aviez programmé en C, ça serait un coefficient 1, donc ça serait beaucoup plus efficace. Donc il y a des langages qui sont plus ou moins efficaces, parce qu'ils sont plus ou moins faciles à compiler, parce qu'ils sont plus ou moins proches de la machine et qu'on peut plus régler les choses, que les compilateurs existent depuis plus longtemps, certains. Enfin, bon, bref. Donc, ce diagramme-là, je vous l'ai déjà montré des fois. Donc, parmi les langages qui sont très coûteux, hein, malheureusement, qui sont beaucoup utilisés ces derniers temps, c'est Python. Il faut regarder le bas du tableau pour trouver Python. Bon, voilà, c'est pas forcément les langages. Ils sont très sympas, mais voilà, JavaScript est pas loin, est bien meilleur, mais bon, il est quand même assez loin aussi dans la liste. Donc, et tant qu'on a des langages comme ça, C qui quasiment est les langages le plus Rust qui essaie de le remplacer peut-être, ou C++, qui sont les plus efficaces du point de vue temps de calcul, ça intéresse l'utilisateur, mais la planète, c'est l'énergie utilisée. Ben, on aura besoin probablement de programmeurs en C, et de pouvoir parler à ces programmeurs en C qui étaient là avant nous. Donc voilà, ne désignez pas sur la programmation C qui est proche de l'assembleur, hein, mais qui n'est quand même pas de l'assembleur quand même, c'est un langage de haut niveau, mais qui a plein de concepts, en particulier au niveau de la mémoire, qui sont plus... qui se comprennent mieux si on a fait un petit peu d'assembleur et qu'on a vu les machines au niveau bas, même au niveau circuit, pour se rendre compte que oui, là, ça peut être une adresse ou ça peut être une donnée. C'est pas exactement la même chose qui se passe pour adresse et données. Bon. Donc, je disais, il y a des gens qui ont essayé d'avoir une vision un petit peu globale de toutes ces petites pistes-là pour essayer de proposer des solutions que je trouve un peu plus globales. Donc, il y en a deux. Donc, proposition un peu globale. Une, c'est des gens qui se sont dit, travailler sur des vieilles machines ou avec peu de ressources de manière frugale pour que ça dure, c'est ce qu'on fait en fait pour certains quand ils travaillent pour des téléphones portables. Et en particulier pour des téléphones portables un peu anciens. Et donc, dans ces cas-là, les ressources sont déportées sur les serveurs, probablement. L'écran est minimaliste parce que, en fait, sur un écran de téléphone, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose qui... Donc, c'est des gens qui s'appellent Green IT, qui du coup... ont réfléchi à plein de choses pour le développement web, et entre autres disent le développement web ou d'applications de manière générale, pensez-là pour le téléphone portable. D'abord, souvent on va vous le demander un jour ou l'autre.
ou pour un terminal un peu ancien qui aurait une puissance, et un écran un peu limité, pour vous concentrer sur l'essentiel. Et donc, ils ont développé plein de petites pratiques, mais celle-là en particulier, qui est proposée de manière globale, pour que à la fin, il y ait des choses qui soient pérennes dans le temps et qui donc permettent aux machines d'exister et d'être utilisées pendant longtemps. Donc, à y réfléchir, hein, c'est un peu spécial, mais il y a plein de choses effectivement qui sont peut-être bonnes là-dedans sur le développement, en privilégiant en premier le téléphone portable, en pensant à la planète, non pas simplement en question de marché. Deuxième démarche ou proposition globale, un peu plus étonnante, c'est des gens alors qui appellent leur démarche, alors c'est Moore à l'envers, hein, et Rome, et qui se disent, en fait, Moore c'était pas mal, sauf que c'était du matériel et que ça a été compensé par la loi de Wirth, donc qui fait que le logiciel a été pire que le matériel, et que le résultat des deux, c'est que on explose. Donc, il faut revenir à une loi de Moore, mais logicielle. Donc, EROM, c'est la décision d'optimiser le logiciel existant, comme pour la loi de Moore, d'un facteur 2 tous les 2 ans. Alors, ça, c'est juste un slogan, hein, c'est pas clair comment on va faire. Et ce qu'il propose, c'est d'organiser en fait le temps de travail en 3 temps. Donc, le moment temps 1 où il faut développer effectivement le logiciel en essayant d'être sobre et durable de manière normale. Le temps 2 qui est habituel, mais même à la limite, on peut peut-être presque l'oublier, ça, ou c'est pas l'essentiel. Deuxième temps, en tout cas, c'est pas nouveau par rapport à ce que j'ai écrit précédemment. Deuxième temps, le logiciel, une fois que il est écrit, il faut le stabiliser, donc ça, c'est pas de souci, le documenter, le vendre et ainsi de suite. Un peu suivre les nouvelles demandes. Mais troisième temps, c'est ça le plus important, et de manière récurrente, il faut avoir un temps de travail qui consiste à l'optimiser. L'optimiser parce que, voilà, si on veut pouvoir de réduire les gaz à effet de serre, en fait, notre logiciel qui coûte un petit peu, il faudrait arriver à qu'il coûte un peu moins chaque année, c'est-à-dire en se concentrant sur les choses importantes et en les optimisant. Et ça peut sembler stupide, ou impossible à réaliser. En fait, le développement au départ, souvent, il n'est pas optimisé. Et il y a des gains d'optimisation, mais extraordinaires à gagner dans les logiciels quand on sait un petit peu où c'est utilisé, qu'est-ce qui écoute, et ainsi de suite. Et ça, on ne le sait pas au départ. Et puis, on a trop de choses à développer au départ. Souvent, on n'optimise pas. Donc, ce qui est proposé dans cette démarche-là, c'est d'optimiser régulièrement pour se dire, voilà, tous les 2 ans, j'essaie d'optimiser pour essayer d'avoir le même logiciel, et je vais un petit peu gagner là où finalement, ça coûtait, parce que là, je vais donner du temps à l'optimisation, et je vais avoir une optimisation logicielle, ce qui est bien meilleur qu'une optimisation matérielle, parce que l'optimisation matérielle, ça a obligé à acheter une nouvelle machine, enfin, quelque part globalement, tandis que l'optimisation logicielle, non, ça permettra juste de pouvoir utiliser ces machines plus longtemps, même si elles commencent à être fatiguées. Donc, plus globalement, l'idée, c'est de travailler avec des ressources limitées dans le temps et qui peut-être même vont décroître. Ça, c'est donc des gens qui pensent à la décroissance. Et des ressources donc qu'il ne faut pas dépasser et qui soient compatibles avec les vieilles machines, c'est-à-dire des machines d'il y a 5 à 10 ans. Enfin, 10 ans, c'est pas mal, quoi. Et donc, et améliorer encore la différence importante entre la loi de Moore et la démarche ROM, c'est qu'on est passé du matériel au logiciel. Mais par contre, attention dans les 2 cas, même si c'est pas explicite, dans les 2 cas, les 2 démarches sont sensibles aux effets de rebond. Donc, là, j'ai mis un S à rebond, je suis pas sûr. Ou alors c'est qu'il y a plusieurs rebonds, ce qui serait grave. Donc, il faudra faire très attention. Donc, ils mettent un petit diagramme. Donc, le développeur débutant au début, donc il fait sa montée en compétences, et puis il fait du code qui est qui va après, le senior va le stabiliser et puis l'optimiser. Bref, ce schéma-là devrait dire qu'on a à la fin du super code. Voilà, c'est une idée qui m'a plu. À voir si elle se met en pratique, si elle est vraiment utilisable. Conclusion de tout cela. Donc, l'important,
80%, c'est du côté de la construction de la machine. Donc il faut absolument les faire durer le plus longtemps parce qu'on va y gagner de ce côté-là, à avoir donc des productions de gaz à effet de serre qui vont être divisées par deux. Mais attention à pas avoir d'effet rebond. Chaque fois que je pense à diviser quelque chose ou optimiser quelque chose, maintenant moi je pense à l'effet rebond. Il reste quand même à réfléchir à la consommation électrique, faire en sorte qu'elle reste sobre et qu'elle même éventuellement diminue. Et surtout ne pas ne pas penser à ce que oui, on peut tous les ans peut-être gagner quelques pourcents, consommer quelques pourcents de plus, ça changera pas pour la planète. Si, il faut absolument arriver à stabiliser ou même à réduire la consommation. Donc, pas d'effet rebond si possible, se préoccuper des usages, enseigner, éduquer les gens pour que le travail des développeurs soit pas gâché par la suite, mais bon. Et donc programmer de manière éco-responsable avec des fois des gens qui se disent bah en fait ça sera bien aussi parce que ça sera bon pour la planète, ça c'est clair. Pour l'entreprise, en fait, ça peut être l'image de marque de l'entreprise peut et certaines entreprises le font un petit peu, peut jouer là-dessus pour essayer de gagner des parts de marché. Donc, si une entreprise vertueuse se met à faire des choses qui plaisent aux gens, ben, ça sera bien pour tout le monde. Et puis l'utilisateur lui-même, si il a l'impression d'être vertueux ben, et qu'il l'est vraiment, eh ben, il sera mieux dans sa tête. Et pour terminer, rappelle que donc le travail le plus important, donc du côté du développeur, hein, c'est peut-être pas au moment du développement, parce qu'au moment du développement, souvent le développement de base, le développement principal, les choses sont déjà, c'est prévu, prévisible, et puis on sait ce que ça va donner. En fait, ce qui est super important pour plein de choses, ça se passe en fait avant ou après, bon, surtout avant, je pense. Hein. Sur l'après, moi, j'ai plus de doutes. Mais sur l'avant, c'est-à-dire bien prévoir la durabilité du logiciel, bien prévoir la quantité de ressources qu'on va utiliser, pas surdimensionner les choses. Prévoir qu'il y aura une vie qui sera un peu longue peut-être du logiciel et que du coup dans cette vie un peu longue, eh bien il faut pas que ça devienne l'occasion la nécessaire qui est nécessité de changer son matériel au bout de 4-5 ans, ça serait bien dommage. Et donc réfléchir aussi au moment de la conception, où est-ce qu'on va placer le travail sur le portable ou sur le data center, où est-ce qu'on va placer les données, tout ça, parce que c'est des choses qui évoluent, hein, mais ça peut être aussi un élément important pour améliorer pour sa part en informatique, donc la transition, permettre la transition écologique. Avec, j'avais deux choses en tête. Oui, se méfier, deux petits points. Je vais mettre pendant ce temps-là le transparent de quelques références. Renseignez-vous, il y a plein de choses sur le web et ailleurs pour parler les bonnes pratiques du développement web, mais aussi des choses qui ont été développées pour des rapports qui ont été écrits pour le Sénat. Enfin bon, il y a quelques bouquins, pas tant que ça, par rapport à d'autres domaines en informatique, c'est pas le domaine le plus étudié, mais bon, il y a quelques bouquins, quelques références que vous pouvez lire. Oui, les deux petites choses que je voulais dire peut-être pour finir, c'est que attention, les chiffres qui sont donnés par-ci par-là, ils sont très dépendants quand même de la localisation des data centers, des utilisateurs. En France, l'électricité est très peu carbonée et du coup ça déplace pas mal de résultats qui sont peut-être pas exactement les mêmes au niveau international. Et du coup, les data centers, s'ils sont en France, c'est pas pour essayer de demander à ce que tous les data centers soient en France, non, mais au niveau de voilà,
production de gaz à effet de serre, ben, la consommation électrique en France, eh ben, c'est pas la même que juste en Allemagne ou même en Espagne ou ailleurs. Donc ça, c'est des points, toutes ces choses-là, quand on regarde, on est sur des petites marges hein, de problèmes. C'est des choses qui peuvent influencer, faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelque chose que je viens presque que d'apprendre, plus ou moins, et donc c'est lié à l'obsolescence. Windows 10 existe depuis à peu près une dizaine d'années, Windows 11 depuis à peu près 5 ans, et ben, il se trouve que et c'est dans l'ordre des choses, mais Windows 10 a dit, ben, bientôt je vais peut-être devoir arrêter de fonctionner, puisqu'il y a Windows 11 depuis 5 ans. Donc ces chiffres-là, 5 ans, 10 ans, pour la vie d'un logiciel ou d'un système d'exploitation, c'est peut-être raisonnable. Alors c'est peut-être raisonnable, oui, d'accord, mais en fait, il y a quand même un gros problème derrière, c'est qu'il y a encore des machines, effectivement, au bout de 5 ans, les machines, si on veut les faire fonctionner 10 ans, même que votre logiciel, il marche, il pourrait marcher sur les machines suivantes, si Windows 10, si la machine est sur Windows 10 et peut pas passer parce que pour telle ou telle raison sur Windows 11, ben ça pose des gros soucis. Et donc là, d'un seul coup, on pointe du doigt des formes d'obsolescence qui sont aussi à prendre en compte. Donc, qui dépassent le programmeur, mais voilà. C'était pour... Ceci dit, bon, c'est pas non plus complètement anormal qu'au bout de 10 ans de bons et loyaux services, et que depuis 5 ans, il y a quelque chose qui existe, Windows 10 puisse s'arrêter et que on ne pense maintenant plus qu'à Windows 11 et le suivant peut-être. Bon, maintenant, faire fonctionner une machine sur Windows 10 pendant quelques années, oui, ça va marcher. C'est juste que elle ne sera pas mise à jour et les bugs qui restent, ils vont rester encore, quoi. Donc, il faut aussi peut-être éduquer à savoir est-ce que c'est grave ou pas, est-ce qu'il faut changer complètement de machine parce que elle est plus maintenue. Oui, non, mais elle marche quand même déjà, cette machine-là. Bon, voilà, c'était juste un petit point que je viens de découvrir plus ou moins sur l'obsolescence liée à Windows, sans vouloir donc critiquer plus que ça Microsoft. Je pense que ces dernières années, ils ont fait aussi un bon boulot, hein. Comme beaucoup de domaines dans l'informatique, quand même, ont fait un bon boulot pour arriver à pas trop être un problème dans la transition, dans le réchauffement climatique. Et mon avis global, hein, que pour l'instant, l'informatique donc n'est pas un problème. Je ne sais pas si ça va être une solution pour résoudre tous les autres problèmes qui arrivent, mais il y a moyen de faire en sorte qu'elle ne devienne pas un problème dans le réchauffement climatique. Bon, il faut juste faire un peu attention et essayer de participer quand même à l'effort pour améliorer la transition écologique. Voilà, fin du transport de l'exposé sur la transition écologique du numérique. Oui, je pense que ça peut se faire, mais ça ne se fera pas sans volonté quand même de ne pas faire trop de bêtises. Et j'ai dit globalement, on a fait beaucoup de choses qui étaient pas mal. Il y a aussi de temps en temps, on a fait des bêtises, ça c'est clair. Fin pour aujourd'hui.